Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Pascale Joannin, bonjour, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Éric Heyer, bonjour, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Jean-Marc Vittori, bonjour, éditorialiste au journal Les Échos. La guerre commerciale est déclarée. Donald Trump impose des taxes de 25% sur toutes les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Face à la levée de bouclier mondial, le président américain a ouvert la porte à des exceptions pour les pays amis. Le Canada et le Mexique, avec qui il négocie la refonte des accords de libre-échange en Amérique du Nord, seront épargnés, en tout cas dans un premier temps. Alors jusqu'où ira l'escalade? On écoute Donald Trump et on en débat ensuite. Une industrie de l'acier et de l'aluminium forte est vitale pour la sécurité de notre pays. C'est absolument vital. L'acier, c'est l'acier. Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays. Notre pays a été la cible depuis des années, des décennies même, de pratiques commerciales internationales injustes qui ont mené à la fermeture de nombreuses usines, le renvoi de millions de travailleurs et la fin de communautés. Et cela va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Jean-Marc, vous avez l'air de sourire. Va-t-on vers une guerre commerciale? C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Quand vous regardez la carrière de Donald Trump, il a commencé à parler de protectionnisme avant de parler de n'importe quel autre sujet d'intérêt général. C'est vraiment, presque, c'est le fil rouge de sa pensée politique. Pendant sa campagne, il avait eu des promesses extrêmement vigoureuses contre notamment les importations en provenance de Mexique et évidemment de Chine. Le lendemain du jour où il est arrivé à la Maison-Blanche, il a fait savoir, il a signé un papier pour indiquer que les États-Unis se retiraient de l'accord trans-pacifique. Donc voilà, c'est vraiment une constante de son action. Dès février 2017, donc moins d'un mois après son arrivée à la Maison-Blanche, il a aussi pris des premières mesures contre l'acier. Les aciers inoxydables venant de Chine, au nom de la sécurité. Voilà, donc c'est vraiment. C'est au nom de la sécurité en plus qu'il fait tout cela, on l'a vu. Donc il continue. Là, il passe à l'échelle supérieure, puisque c'est des taxes générales qui concernent tous les produits qui viennent du monde entier. C'est inacceptable pour les autres pays qui vont fatalement riposter. C'est inévitable. Et donc ensuite, vu la psychologie de M. Trump, je serais très surpris qu'il s'arrête là. Pascale Joannin, les Européens sont préparés à une riposte. Alors, ils ont parlé justement de taxer des produits américains emblématiques. Tout à fait. Déjà, dès la semaine dernière, avant que M. Trump fasse la déclaration qu'il a faite hier, la Commission européenne avait envisagé en effet des ripostes en prévention en disant si jamais il y a une annonce qui est faite. Alors, on ne les a pas entendus depuis. Alors si, Cecilia Malmström hier et ce matin, c'est-à-dire la commissaire chargée du commerce. Alors il y a deux choses. Il y a les produits, en effet, une liste de produits qui commence à être établie, de produits qui sont directement fabriqués aux États-Unis. Donc on parle du beurre de cacahuète. Alors le beurre de cacahuète, le jus d'orange, les cranberries. J'ai jamais su traduire le cranberry en français. Oui. Et puis d'autres produits qui vont être choisis d'après ce que j'ai compris, issus de circonscriptions où il y a des élus républicains, parce que il y a la fronde internationale. C'est très ciblé alors. C'est très ciblé. Il y a une fronde internationale parce qu'en effet il y a tout le monde sauf le Mexique et le Canada. Donc en effet là ils visent plus particulièrement l'Allemagne puisque c'est elle qui exporte le plus d'acier et d'aluminium. Mais à partir du moment où ils ciblent l'Allemagne, ils ciblent l'ensemble de l'Union européenne. On a bien vu que le Royaume-Uni avait aussi fait des remarques en disant c'est pas acceptable venant d'un partenaire avec lequel. Donc on rentre dans une guerre là. Donc on rentre dans une guerre. Alors il va y avoir une demande d'exemption parce qu'en effet on va demander des exemptions. Si ces exemptions ne sont pas accordées puisque c'est dans 15 jours. Donc ça veut dire comme on négocie pays par pays pour justement. Non mais c'est essayer de voir pourquoi il a fait une demande et puis il exempte 2 pays. Alors est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Et sinon il y aura des actions. Oui, sinon il y aura des actions aussi à l'OMC de la part de la Chine, du Japon et des Européens. Et puis il y aura des ripostes de sanctions de produits américains pour dire ben voilà tu veux la guerre tu l'auras. Éric Heyer. Alors si on regarde les chiffres, préjudice possible 2,8 milliards d'euros, j'ai vu, simplement sur l'Europe, sur la taxation de l'acier et de l'aluminium. Oui. Mais d'abord, à votre question, est-ce que c'est une guerre commerciale? On est déjà en guerre commerciale quelque part. Il faut quand même on essaye par même le libre-échangisme d'être en guerre, d'essayer de gagner des... Il y a l'OMC, il y a quand même des structures multilatérales. Alors c'est ça qui va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des accords multilatérales, on va essayer, et c'était l'idée de Trump, c'est de faire du bilatéralisme. Et donc ça, c'est effectivement de faire exploser l'OMC. Il est en train de détricoter véritablement l'OMC aujourd'hui.
c'est effectivement avoir des nouveaux échanges commerciaux et des nouveaux accords, mais qui sont plutôt en bilatéralisme. Et donc ça, c'est important. Mais c'est une guerre ou pas? Oui, mais c'est une guerre, oui et non. Enfin, après, peut-être que le mot guerre est un peu fort, parce que de toute manière, le protectionnisme, il n'aurait aucun intérêt, y compris aux États-Unis, ni à court terme, ni à moyen long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, la production ne va pas tout de suite retourner aux États-Unis, donc ça va faire augmenter les prix. Or, aujourd'hui, le dollar baissant, ils sont au plein emploi, donc globalement, déjà, il y avait des tensions inflationnistes qui étaient redoutées. Ça va nuire aux États-Unis, c'est ce que vous dites. Après, ils peuvent se dire, parce qu'ils peuvent se dire, à moyen long terme, la production sera là, et donc on va reproduire aux États-Unis, sauf qu'ils sont au plein emploi aujourd'hui. Donc ça va être extrêmement compliqué de trouver de la main-d'œuvre supplémentaire, et donc et en plus ça sera plutôt de la main-d'œuvre plutôt de basse qualité, qui n'est pas exactement celle qui est recherchée. Donc l'Américain moyen ne verra pas de conséquences positives d'un tel protectionnisme. À court terme, il est évident que ça sera plutôt inflationniste, donc ça sera pas énorme, peut-être à part au niveau régional, mais ça sera extrêmement marginal. Donc je pense que, et d'ailleurs c'est pour ça qu'un de son chef économiste a claqué la porte. Gary Cohn. Il y a une fronde également des députés républicains. C'est-à-dire qu'il y a une centaine de députés républicains qui lui ont dit attention, c'est pas sûr qu'on gagne en effet, et c'est plutôt peut-être une stratégie qui peut être perdante-perdante. Oui. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, ils avaient fait la même chose avec l'importation de bois venant du Canada. Ça s'était retourné en boomerang contre les États-Unis. Mais c'est pour ça qu'on peut voir ça, excusez-moi, mais sur la façon de négocier, puisqu'en fait, ce qu'il veut, c'est renégocier. Et donc, c'est une façon de renégocier, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'il fait avec la Corée du Nord. Mais alors, sur l'Europe, justement, est-ce qu'il va négocier avec chacun des différents pays? Tous les pays sont liés par l'Union européenne, d'après ce qu'ils disent. Donc ça devient très compliqué, Jean. Non, mais clairement, c'est ce que disait Éric à l'instant. Le but de Donald Trump, c'est de faire éclater le système commercial tel qu'il existe aujourd'hui. Le système commercial, il est fondé sur le multilatéralisme. On fait des accords entre tous les pays. Ça veut dire que ce qui touche l'Allemagne, touche la France, touche le reste de l'Union européenne. C'est ça que ça veut dire. Clairement, Donald Trump favorise et veut des négociations bilatérales. Et donc, avec cette mesure, il espère inciter les autres à répondre avec des mesures bilatérales, donc à rentrer dans son jeu. Premier point. Deuxième point, l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, donc, où ont été négociés les accords, où se règlent les différends. Il y a un tribunal au sein de cette Organisation mondiale du commerce qui s'appelle l'organe de règlement des différends, qui est le seul organisme au sein de l'OMC qui fonctionne encore vraiment aujourd'hui. Il y a 7 juges. Il y a 2 juges qui sont partis, il y en a un 3e qui va partir. Pour les nommer, il faut l'accord des États-Unis. Donald Trump bloque les accords. Donc il va y avoir une paralysie. Ça va être un tribunal sans juge. Donc voilà, réorganisation du commerce en bilatéral et dissolution petit à petit, y compris par des inactions de l'Organisation mondiale du commerce. Pascal Joannin, alors du coup, que vont faire les Européens pour se défendre? Les Européens, c'est un peu compliqué parce que, ou plutôt c'est plutôt simple. Parce que le constat est grave tout de même. Parce que le commerce est une des rares compétences que l'Union a mis dans le pot commun. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou 6. Et le commerce, en effet, c'est décidé au niveau européen. C'est pour ça qu'il y a dans les négociations, il y a une représentante de l'Union européenne, il se trouve que c'est une femme aujourd'hui, suédoise, Cecilia Malmström, qui négocie au nom des 28. Et donc, s'ils attaquent un pays, ou plusieurs pays, parce que là, c'est tous les pays qui sont visés par le Mexique et le Canada, ils attaquent peut-être un pays en le ciblant particulièrement, qui est l'Allemagne, mais ils ciblent tous les autres. Il va y avoir donc une réponse coordonnée, puisqu'on a bien vu que même les Britanniques qui sont sur le départ, même s'ils sont encore dans l'Union pour 1 an, ont réagi assez vivement en disant « ça n'est pas acceptable ». Éric Heyer, quel sera l'impact véritablement sur l'économie européenne et américaine? A priori, tout le monde y perd. Est-ce qu'il n'y a que des perdants? Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants? On reste juste à ces taxes sur l'aluminium et l'acier, c'est quand même, ça va être marginal. C'est pas ça qui va enfoncer. Mais c'est vraiment, est-ce qu'il y aura une escalade et quelle sera cette escalade? Et si il y a cette escalade, c'est compliqué, il faudra quand même faire ça de près, mais en première approche, on peut dire que tout le monde va y perdre, y compris les États-Unis et en premier. Et alors, surtout, dans quelle mesure? Comment est-ce que vous pouvez expliquer que tout le monde y perd? Je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien de points de PIB ils vont y perdre, mais par les mécanismes que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire à court terme, ça va être inflationniste, et aujourd'hui, l'inflation est en train de repartir chez eux, donc c'est pas le moment. Et à moyen long terme, parce qu'ils sont au plein emploi, parce que c'est des emplois peu qualifiés qui risquent de faire revenir, qui n'est pas la stratégie normalement de monter en gamme des États-Unis, ça ne paraît pas être une stratégie. Alors après, vous expliquez en point de PIB, là, en tout cas, j'en suis incapable aujourd'hui. En tout cas, c'est nuisible à tout le monde, Jean-Marc Vittori, ou est-ce qu'il y a justement des gagnants? Non, mais il y a clairement des risques pour tout le monde. Et il y a un exemple que j'aime bien. Alors, la guerre
Donald Trump, il a dit qu'il allait aussi s'attaquer aux automobiles. Hein. Il a fait remarquer qu'il y avait plus de Chevrolet, qu'il y avait moins de Chevrolet à Berlin que de Mercedes à Washington. Je pense que c'est un constat qui ne doit pas être très très compliqué à établir. Et donc que ça laissait entendre qu'il fallait sans doute mettre des droits de douane sur les voitures importées. Et les gens de Mercedes sont allés expliquer à la Maison-Blanche que il y a une Mercedes sur 2 vendue aux États-Unis qui est fabriquée aux États-Unis. Voilà, donc c'est même extrêmement difficile d'avoir une politique qui soit efficace et qui ne fasse pas de dégâts en la matière. Et sur l'automobile, il faut quand même rappeler que le dernier constructeur européen qui s'est implanté, qui a racheté, c'est quand même un constructeur européen qui a racheté un constructeur américain, en l'occurrence Fiat, qui a racheté Chrysler. C'est pas Chrysler qui a racheté Fiat. Justement, alors du coup, ces mesures protectionnistes dans un monde globalisé tel que vous le décrivez, ça devient totalement... ça n'est que pure politique pour Trump, pour pouvoir justement s'adresser à son électorat. D'un point de vue fiscal, si vous prenez des droits de douane, après, vous pouvez aussi prendre via des normes, des mesures protectionnistes. Et il y en a beaucoup, hein, vous voyez, il suffit... Et c'est ça, tous les enjeux de ces accords, l'ALENA ou des accords en multilatéralisme. J'arrive jamais à parce que quand on regarde les États-Unis de 1860 à 1945, il y avait des taxes qui étaient à hauteur de 35 à 40%. Donc les États-Unis ont été protectionnistes très longtemps, tout en étant prospères. Donc ça interroge. Mais encore une fois, je pense qu'ils sont toujours protectionnistes. Comme tout le monde fait un peu de protectionnisme. De toute manière, pensez que les droits de douane ont quand même diminué. D'accord. On a baissé les droits de douane, mais on met des normes. Mais ces normes, c'est une forme de protectionnisme. Et même l'OMC, mais on l'a répété, autorise une certaine forme de protectionnisme si c'est pour répondre à du dumping fiscal. Vous voyez, il y a bien un moment aussi quand certains font du dumping fiscal, vous avez le droit d'y répondre. L'OMC est même d'accord pour que vous le fassiez. Jean-Marc, mais en tout cas, cette organisation, tout le monde a l'air de dire qu'en la remettant en cause, l'OMC, alors Christine Lagarde, Mario Draghi, tout le monde s'est prononcé cette semaine en disant que ce serait tout de même une catastrophe. Ça va rendre... Il faut bien voir comment sont organisées les entreprises aujourd'hui. Les entreprises se sont organisées en éclatant leur production aux 4 coins du monde. Si vous commencez à mettre des barrières, vous cassez l'organisation des entreprises. Vous avez des entreprises qui vont fatalement devenir beaucoup moins efficaces, donc des prix qui vont être fatalement plus élevés. Moi, ce qui me frappe, c'est que Donald Trump agit en fonction d'une représentation de l'économie qui est totalement passée. Totalement passée. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Un mouvement révolutionnaire qui prend les armes. 20 ans de conflit et près de 70 000 morts. Le Sentier lumineux, fondé à la fin des années 60, est un douloureux souvenir pour le Pérou. 25 ans après l'arrestation de son fondateur, que reste-t-il du mouvement? Ses membres entretiennent-ils encore la nostalgie de leur époque maoïste? Et comment se reconstruisent les familles des milliers de victimes encore introuvables? Billet retour, à regarder sur France 24 et France24.com.